3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi? Moi perso, je suis bouillant là, avec le début de saison NBA qui approche. Et en plus de ça, lundi soir, sur Twitch, vous avez décidé que l'on parle de LeBron James, en mode coast to coast. Ouais, faut le dire, depuis le titre avec les Lakers en 2020, vous me posez pas mal de questions sur le King, et je le vois dans les commentaires ces derniers temps, il est devenu un joueur plus que clivant. Pour certains, il est le GOAT, le King, et montre encore à 37 ans que son niveau sportif est exceptionnel, qu'il reste hyper ambitieux, alors que pour d'autres, là, il est désormais en roue libre, ne se concentrant plus que sur des objectifs sportifs personnels, son après-carrière et le business. Alors où est la vérité là-dedans? Où se situe son objectif principal? Est-ce le sport ou les affaires? Au premier coup d'œil, le basket semble aussi important que les autres domaines pour lui, alors c'est difficile de se positionner, je ne le cache pas, et pourtant c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! LeBron James est-il déjà en pré-retraite à Los Angeles? Bon, pour commencer, je pense que c'est essentiel, on va d'abord parler de l'arrivée du King à LA. Pour ça, on va revenir jusqu'au titre 2018, perdu face aux Warriors. Il s'agissait de la 8ème finale consécutive de LeBron, sa 9ème en carrière, mais aussi de son 6ème échec à ce stade de la compétition, son 3ème en 4 ans avec Cleveland. C'est vrai que même si c'est un exploit, d'arriver aussi loin chaque année, ça commençait à faire. L'erreur de J.R. Smith à la fin du Game 1 avait littéralement choqué toute la planète basket, et c'est vrai que pour LeBron et ses potes, ensuite ça a été très dur de remonter la pente. Malgré l'énorme perf à 51 points du King lors de cette rencontre, les Cavs échouaient en prolongation, James péta un plomb, envoya une droite dans un mur, se blessa à la main, et même s'il put continuer à jouer ensuite, tous les espoirs de ces Cavs, qui au final prirent un sweep, s'envolèrent. Bon après, ça n'a pas empêché aux joueurs de tourner à des stats exceptionnels, plus de 34 points, 10 passes décisives et 8 rebonds, c'est fou. Mais on le sentait, à ce moment-là, quelque chose était cassé, et je ne parle pas de sa main. À Cleveland, chez lui, dans l'Ohio, en revenant remporter le titre de 2016, il avait accompli sa mission, il s'était rattrapé auprès des fans, après son départ si controversé vers Miami en 2010. Et là, en 2018, à 34 ans, le King, qui bénéficiait d'une player option, s'est sûrement dit qu'il était temps de penser à lui, à sa famille, à sa legacy, et de tourner une page. C'est ainsi que, sans grosse surprise, et aux plus grandes dames des fans des Cavaliers, il décida de ne pas activer son option et de se retrouver libre pour tester le marché des free agents. Le but était simple pour LeBron, se laisser un maximum de portes ouvertes pour pouvoir choisir sa future destination. Comme l'expliquait Rich Paul, son agent et ami de toujours, en 2010, LeBron est arrivé à Miami pour gagner des titres. En 2014, il est revenu à Cleveland pour tenir sa promesse. Et désormais, en 2018, avec le sentiment du devoir accompli et une legacy déjà bien dessinée, il pouvait enfin faire ce qui lui faisait envie, ce qui lui semblait le meilleur, et un déménagement vers Los Angeles apparaissait comme une solution évidente. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, contrairement à The Decision, en 2010, son déménagement a complètement été accepté par les fans. LeBron avait tellement donné pour Cleveland lors des années précédentes qu'il pouvait désormais partir la tête haute et suivre sa propre destinée, en tout cas celle qu'il avait décidé lui de suivre. Celle-ci se déroulerait sous le maillot des Lakers, qu'il pouvait définitivement transformer en contenders, tout en allant habiter dans une mégalopole comme Los Angeles, probablement faite pour les superstars de son calibre. Et cette ville de Los Angeles, justement, parlons-en, car probablement, avec New York, elle représente le plus gros marché de la NBA, c'est rien de le dire. LA, c'est la ville de tous les rêves, la ville des artistes, des créatifs, mais aussi celle des stars, que ce soit de la chanson, du cinéma ou du sport. Et dans le monde, il n'existe probablement pas de meilleure scène pour être mis sous le feu des projecteurs et développer au mieux un business florissant. La ville, rien que par la présence des studios hollywoodiens en son sein, est juste super attractive pour tous ceux qui veulent développer leur carrière. Pour les stars et les gens friqués, c'est the place to be, l'endroit parfait pour agrandir son réseau et s'inscrire dans tout plein de projets, plus lucratifs les uns que les autres. La ville agit presque de façon magique, comme un aimant qui attire toutes les superstars du monde, et les success stories qui ont commencé là-bas ou qui se sont développées là-bas sont juste innombrables. En plus du cinéma, des chaînes télé et du hip-hop, qui lui aussi fait partie de la culture de la Cité des Anges, de nombreuses startups comme Snapchat, Tinder, Whispers et Text Plus s'y sont installées. La métropole représente le plus gros marché de l'emploi de tous les États-Unis. L'aéroport est l'un de ceux qui véhiculent le plus de trafic de toute la planète, et pour faire simple, il n'y a sûrement pas de meilleur endroit au monde lorsque l'on est un entrepreneur. Sauf que LA, ce n'est pas juste ça, c'est aussi un climat, une météo et une qualité de vie qu'on ne retrouve qu'à peu d'endroits sur le globe lorsque l'on est friqué. Avec ces températures qui descendent rarement en dessous des 20 degrés, c'est pas
palmiers, ses plages à Venice Beach ou à Santa Monica, et ses immenses villas à Beverly Hills ou dans la banlieue où les stars aiment habiter, Los Angeles représente également l'endroit parfait pour vivre en famille et élever ses enfants quand on a les moyens. Déjà, tout ça, lorsque l'on a une renommée de l'envergure de celle du King, ça peut faire envie, mais que serait LA sans le sport aussi? Avec 8 franchises dans les 4 ligues majeures aux États-Unis, la ville est probablement la plus sportive des US, notamment dans le basket avec les Clippers, mais surtout les Lakers, équipe la plus titrée du pays en NBA à égalité avec les Celtics, avec 17 trophées remportés dans leur histoire. En fait, il suffit de se balader un petit peu dans les rues de LA pour se rendre compte à quel point les deux cultures qui définissent grandement LeBron James, le hip-hop et le basket, sont omniprésentes là-bas. À tous les coins de rue, on peut y voir des fresques géantes de Kobe Bryant et de Nipsey Hussle, tous deux tragiquement décédés il y a environ 3 ans. Le nombre de maillots et de casquettes relatifs aux équipes sportives de la ville que l'on voit sur les habitants est juste incroyable, et définitivement, qu'on l'aime ou non, cette ville est juste spéciale. Est-ce que vous imaginez comment pour LeBron, basketteur, fan de hip-hop, mais aussi acteur, businessman et père de famille, le nom de cette ville résonnait comme une évidence? Je pense que oui. Los Angeles était l'endroit parfait pour vivre ses passions, élever ses enfants, jouer au basket et développer son business. C'était tout simplement l'endroit ultime pour permettre à celui qui déjà était une icône planétaire de poursuivre sa legacy pour devenir encore plus bankable, tout en profitant de tout ce que la Cité des Anges avait à offrir. Le fit semblait donc idéal. Mais du coup, revenons au basket, parce qu'ici c'est à ça qu'on s'intéresse en priorité, et voyons ce qu'a pu faire sportivement LeBron depuis son arrivée à LA. Bon, déjà, il faut le dire, pour sa première saison, il a fallu un petit peu de temps avant que la mayonnaise ne puisse prendre. Eh oui, de moins en moins d'entre vous font encore la mayonnaise. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que l'effectif n'était pas vraiment équilibré, et ça se sentait. De plus, LeBron, lui, n'était pas du tout venu pour former les jeunes, il voulait gagner encore, et pour ça, il lui fallait probablement une autre star à ses côtés. L'ambiance en vrai dans l'équipe était complexe. Du côté des Pelicans, Anthony Davis avait demandé son transfert, et tous les jeunes, de Lonzo Ball à Kyle Kuzma, en passant par Brandon Ingram et Josh Hart, savaient que du jour au lendemain, ils pourraient être envoyés ailleurs. Pour tous ces gars, ce fut la douche froide, eux qui se faisaient une joie de jouer aux côtés du King, d'un coup se retrouvaient complètement indésirables. Bon, ça n'a pas non plus complètement empêché à ces Lakers de monter en puissance tout au long de la saison, avec un LeBron qui enchaînait les perfs de grande classe. Ceci dit, une blessure à l'aine le jour de Noël, qui a privé l'ailier de 17 matchs consécutifs, a directement enterré les espoirs de play-off de la franchise californienne, qui sans lui a enchaîné les déconvenus. Pour la première fois depuis 2005, le King ne participerait pas à la post-season, un véritable crève-cœur pour lui, mais aussi pour tous ses fans. Et du coup, vous le savez, ou au moins vous l'imaginez, lors de l'intersaison suivante, ce qui devait arriva. La moitié de l'équipe et tout un tas de pics furent envoyés à Nola en échange d'Anthony Davis, qui lui était vu comme le lieutenant idéal de LeBron. L'objectif était simple, avec un James qui vieillissait et qui a priori devrait être de plus en plus sujet aux blessures, le Bro avait pour mission de prendre peu à peu le relais, pour d'abord être le numéro 2 des Lakers, avant d'en devenir le futur franchise player les années suivantes. C'était en tout cas le plan et le destin qu'on lui promettait. Frank Vogel, de son côté, arrivait en tant que coach, et l'équipe fut complètement remodelée, avec un LeBron qui lui était amené à jouer au poste de meneur de jeu. Et là, ce fut un franc succès. Très enthousiasmé par le nouveau look de sa team, le King s'est affiché en vrai leader, tirant les siens vers le haut soir après soir, terminant meilleur passeur de la saison tout en mettant ses tripes sur le terrain en défense, en permettant à sa team de réaliser le meilleur départ de son histoire, avec un bilan global de 17 victoires pour 2 défaites à la fin du mois de novembre. Voir un mec de 35 ans réaliser telle perf, c'était juste un truc de grand malade. Et puis ce qu'il faut ajouter, c'est que cette super dynamique, même le Covid n'a pas réussi à la stopper. Avec le first seed de la conférence Ouest, les Lakers, boostés aussi par la disparition tragique de Kobe, entamaient ses playoffs tambour battant, arrivant jusqu'au final avec seulement 3 petites défaites à leur compteur. Cette dernière étape, face au pourtant très valeureux hit de Jimmy Butler, ne fut finalement qu'une formalité, et après 6 rencontres d'une intensité incroyable, avec un LeBron plus complet que jamais, le King remportait à LA sa 4e bague de champion, et son 4e trophée de MVP des finales, devenant le seul joueur de toute l'histoire à obtenir cette distinction sous le maillot de 3 franchises différentes. Ceux qui pensaient que le King n'avait rejoint la Cité des Anges que pour la fame fermaient alors leur bouche. Il avait encore faim de titre et faim de basket. Sa préparation spartiate lors des différents étés était définitivement là pour le prouver. Mais depuis tout ça, justement, à Los Angeles, sportivement, que s'est-il passé? Eh bien, pas grand-chose pour être honnête. Le deuxième volet du film Space Jam, avec James en personnage principal, a eu beau sortir, les Lakers, après leur titre jusqu'à aujourd'hui, n'ont plus passé un tour de play-off. Et c'est bien pour ça que ces derniers temps, les doutes concernant l'investissement de LeBron recommencent à fleurir un peu partout, et notamment chez ses haters. Le mec a eu beau continuer à livrer des stats de mammouth et à battre tout plein de records individuels, tout ça n'a pas suffi pour les Lakers. Il faut dire aussi que les blessures ne les ont pas épargnés, et LeBron a visité l'infirmerie plus qu'il ne l'avait jamais fait dans toute sa carrière ces dernières saisons.
Comme quoi, malgré un corps de titan préparé à l'extrême, avec le temps, il devient parfois difficile de lutter contre le poids de l'âge. En 2021, l'équipe californienne ne put finir qu'à la 7ème place de la conférence Ouest, et après être difficilement sorti du play-in face aux Warriors, LeBron et ses potes durent s'incliner dès le premier tour face aux Suns, futurs finalistes sur un score de 4-2, dévastés par la nouvelle blessure d'Anthony Davis au Game 4. Bon, maintenant, à l'époque, il faut dire, cela ressemblait plus à un accident, à un coup du sort, à un coup de malchance qu'à autre chose, et les analystes n'attendaient qu'une chose, que les hommes de Frank Vogel profitent de la saison suivante pour bien rebondir. De plus, l'arrivée de Russell Westbrook à la demande de LeBron, même si elle questionnait d'un point de vue du fit et du spacing, rendait l'équipe, au moins sur le papier, encore plus effrayante. Associer 3 monstres physiques comme le King, le Brody et le Bro devaient normalement faire taire tous les détracteurs, et l'objectif était clair, recommencer à rouler sur toute la ligue pour aller choper une nouvelle bague. En ajoutant au trio la présence de vétérans comme Carmelo Anthony, DeAndre Jordan, Rajon Rondo ou Dwight Howard, la profondeur en plus de ça semblait bien présente. Mais là, dans l'effectif des Lakers, au lieu de voir une armée de guerriers prête à tout démolir, ce qu'on a vu ressemblait plutôt à une compétition sportive dans une maison de retraite. Encore une fois, en termes de chiffres, de stats et de records, ce qu'a pu délivrer LeBron restait exceptionnel, mais en termes de résultats et de compétition, le reste fut catastrophique. En raison des blessures, encore une fois, le trio n'a pu au final disputer que 21 matchs ensemble, pour un total minuscule de 291 minutes. C'est très faible, et définitivement on aurait pu espérer de meilleures conditions pour développer une alchimie. Ajoutons à ça qu'au vu des absences, Frank Vogel a utilisé 41-5 de départs différents dans une saison de 82 matchs, et on se rend compte de l'instabilité constante qui régnait autour des Lakers l'an dernier. Comme quoi, apporter de l'expérience, c'est toujours bien, mais regrouper essentiellement des vétérans, c'est réellement risqué, et ça demande beaucoup de taf au staff médical. Pour la deuxième fois, en seulement 4 ans à LA, LeBron manquait à nouveau les playoffs, et les Lakers ne participèrent même pas au play-in, vu leur triste 11e place dans la conférence Ouest en fin de saison. Du côté de la fanbase de la franchise, tout le monde cherchait un responsable, et de Frank Vogel à Rob Pelinka, en passant par les joueurs, Russell Westbrook, Anthony Davis, et même LeBron, chacun s'est retrouvé à un moment ou à un autre dans le viseur des haters. Néanmoins, vu que le but de notre vidéo d'aujourd'hui est de faire un focus sur le King, c'est à lui que je vais m'intéresser désormais, en me penchant notamment sur son niveau de jeu actuel. Mais avant ça, comme à chaque fois, je dois vous demander un truc super important, abonnez-vous à ma chaîne. Ce n'est plus qu'une question de semaines là, avant d'atteindre les 50K, il manque genre 500 follow, un truc comme ça, c'est rien. Alors tous ceux qui matent là, sans avoir cliqué sur ce foutu bouton rouge, let's go, c'est le meilleur moyen de me soutenir dans mes projets. Mais après cette information primordiale de la plus haute importance, revenons à notre cher LeBron et à son niveau de jeu. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois dans cette vidéo, en termes purement statistiques, rien à redire. Il est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire à faire plusieurs matchs à 50 points ou plus dans la même saison, à dépasser tout plein de marques historiques, et en terminant sa campagne à 30,3 points par match, il est passé à 2 doigts de remporter son 2e trophée de meilleur scoreur en carrière. Certains disent que, au vu de son âge, c'est exceptionnel, mais moi j'ai plutôt envie de dire que c'est exceptionnel tout court. Aujourd'hui encore, il est un top 10 player en NBA no-brainer quand il est en bonne santé, et toutes ses stats se rapprochent de ses meilleurs en carrière, pourcentage compris, c'est tout bonnement indécent. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, même si c'est un bien grand mot, c'est son impact réel sur la win. Bien sûr, il bénéficie de certaines excuses, comme l'effectif construit de façon bancale, même s'il a sa part de responsabilité là-dedans, mais aussi les blessures, mais quand même, il y a des choses à dire, je pense. Moi, je me rappelle d'un temps pas si ancien, Remember 2018, où quels que soient les coéquipiers qu'il avait à ses côtés, LeBron leur permettait de faire de grandes choses et d'aller loin. Aujourd'hui, cela ne semble plus être le cas, ou moins en tout cas, et plus que jamais à 37 ans, le King a besoin d'une cour qui l'entoure et le soutient de la bonne façon s'il veut envisager la win. Par exemple, une stat qui ne ment pas, même si elle ne veut pas tout dire, à elle toute seule, c'est le net rating. On pourra sortir toutes les bonnes raisons que l'on voudra, toutes les excuses, voir que lorsqu'il est sur le terrain, dans la saison, les Lakers sont dans le négatif, dans le plus-minus, c'est quand même parlant. Sa présence à elle seule ne suffit plus aujourd'hui pour tirer toute son équipe vers le haut, et ce, quel que soit son apport offensif. Et si je parle d'apport offensif, ce n'est pas un hasard, parce que déjà, la façon de s'accaparer le jeu en attaque a bien changé, a bien évolué, lui qui capitalisait à fond sur sa puissance pour briller sur ses drives ou en transition. Aujourd'hui, avec plus de 8 tentatives à 3 points par match, il tente plus de tirs longue distance que jamais, et même si dans le domaine il est plutôt efficace, avec une adresse de 36%, c'est tout le jeu autour de lui qui doit être repensé autrement. Après, c'est très bien d'avoir adapté son jeu, d'avoir développé un step back et de maîtriser de nouvelles armes. Pour ça, chapeau à lui. Par contre, même s'il est loin d'être un manchot dans le domaine et qu'il est largement au-dessus de la moyenne de la ligue, force est de constater que le King n'attaque plus le cercle avec autant de férocité et de facilité qu'à l'époque.
Peut-on lui en vouloir pour ça à 37 ans? Non, absolument pas, mais c'est un point, en analysant son jeu, que j'étais obligé d'aborder. Sauf que pour moi, la principale régression, si on peut appeler ça une régression, ne vient pas de là. Là, il s'est adapté, c'est pas juste que son niveau a baissé. Ce qui pour moi a manqué à LeBron l'an dernier, et qui explique au moins en partie son net rating négatif, c'est son efficacité en tant que two-way player, qu'il a porté toute sa carrière jusque-là. Ses rotations défensives ne sont plus aussi efficaces, il s'économise désormais davantage, et c'est normal. Et de fait, de ce côté-là du terrain, son attention aux détails ne semble plus la même que par le passé. Là encore une fois, les chiffres ne mentent pas, et dans la stat du defensive rating, il était l'un des pires Lakers dans le domaine, chose qui était vraiment peu habituelle pour un joueur du calibre de LeBron. Maintenant, attention, on dirait presque que je fais son procès et que je suis un hater, mais pas du tout, c'est juste que LeBron, comme chaque être humain sur cette planète, vieillit année après année, minute après minute. Voir ce qu'il est encore capable de faire à 37 ans, même si c'est surtout de l'attaque, reste légendaire, on ne va pas se mentir, c'est une vérité, il faut l'assumer. Oui, aujourd'hui, il n'est plus dans son prime défensif, plus dans son prime tout court, et avec le temps, il a dû changer son jeu et s'adapter aux années qui passent. N'empêche que dans pas mal de domaines, il continue à compenser avec son QI basket hors du commun, sans parler du fait qu'en post-season, quand les matchs comptent, je n'évacue pas l'idée de revoir un playoff LeBron exemplaire, super agressif, qui n'hésitera pas à donner jusqu'à sa dernière goutte de transpiration pour obtenir la win. Mais justement, ces playoffs, encore faut-il les atteindre. Pour ça, il faudra d'abord venir à bout d'un marathon de 82 matchs que représente la saison régulière, et là on ne va pas nier l'évidence, à bientôt 38 ans, le King n'est plus capable de tenir toute la baraque à lui tout seul pendant une durée si longue. Donc maintenant, calmez-vous, les fans de LeBron, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il est en train de devenir un joueur lambda, au niveau éclaté, comme je l'entends parfois. Je dis juste qu'il n'a plus la même explosivité et la même endurance qu'il y a 10 ans, et c'est normal, malgré son physique d'extraterrestre, LeBron reste un humain, comme vous et moi, enfin je crois. I'm just human. Surtout qu'on en a déjà parlé, l'âge entraîne forcément quelque chose d'inévitable après 19 saisons passées dans la ligue, les blessures. Si pendant l'intégralité de sa carrière, le King a plutôt été épargné, là, depuis son arrivée à Los Angeles, son corps commence à présenter des signes de fatigue. En 4 saisons chez les Lakers, en raison du load management mais aussi des blessures, à l'aine et à la cheville notamment, James a déjà manqué 84 matchs de saison régulière, soit plus que lors de ses 15 premières saisons en NBA. Son physique de Golgoth ne lui permet plus aujourd'hui de passer complètement au travers des pépins physiques, il a désormais besoin de plus de temps pour se remettre, et surtout, son corps, et là encore c'est logique, a besoin de davantage de repos pour pouvoir performer dans les moments où ça compte le plus. Et puis ce qu'il faut noter en plus de ça, c'est que lorsqu'il est en tenue, il n'hésite pas à tirer sur la corde, avec un temps de jeu de plus de 37 minutes passées sur le terrain la saison dernière à chaque match. Dans ces conditions, on peut facilement comprendre que parfois ça lâche, et que quand ça lâche, ça puisse faire flipper. Mais autant, comme je le disais, il n'est probablement plus capable de porter à lui tout seul une équipe jusqu'au titre, ou au moins jusqu'en finale. Autant, par contre, pour les Lakers, sa présence sur le terrain est primordiale, et ça il faut le dire aussi. Parce que oui, même s'il est de toute évidence moins en le rendre qu'à l'époque, il n'en reste pas moins un excellent joueur de basket, dont l'apport sur le parquet est décisif. Il n'y a qu'à voir le bilan des Lakers sans LeBron depuis qu'il est à Los Angeles. 31 victoires pour 53 défaites, soit 37% de win contre 59% quand il est là. C'est extrêmement pauvre et la différence est flagrante. De plus, il ne faut pas oublier que l'an dernier, avant de se péter, il était clairement dans la course pour obtenir son 5e trophée de MVP en carrière, et à 37 ans, honnêtement, qui peut en dire autant? Donc si on fait le bilan jusque-là, il apparaît que LeBron reste toujours une superstar, l'un des meilleurs joueurs de la ligue, un mec qui, même s'il a dû s'adapter, reste complètement indéfendable lorsqu'il est en bonne santé. En revanche, l'âge et les blessures ne lui permettent plus aujourd'hui d'emmener n'importe quel effectif, même le plus pauvre, jusqu'au sommet. C'est un fait. Aujourd'hui, pour gagner des titres, il a besoin d'un supporting cast à la hauteur, et l'an dernier, avec les blessures d'AD, l'âge de l'effectif et les difficultés de Russell Westbrook à s'approprier le système de Frank Vogel, il ne l'a pas eu ce supporting cast. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout ça n'a pas empêché le King de continuer à développer sa marque et à profiter des bienfaits de LA pour gérer au mieux ses affaires. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant, il a mis le basket au second plan? Eh bien, pour essayer de répondre à cette question, intéressons-nous d'un peu plus près à tout ce qui est lié à son business. LeBron, en plus d'être définitivement dans la discussion pour être le GOAT en NBA, on va pas rentrer dans le débat aujourd'hui, est aussi clairement l'un des plus grands hommes d'affaires, si ce n'est le plus grand homme d'affaires que la NBA n'ait jamais connu. Depuis tout jeune, avec son pote Maverick Carter, il a toujours su mettre ses billes dans des investissements qui rapportent, et dernièrement, si l'on cumulait ça avec ses salaires en tant que joueur et ses sponsors, il est devenu le premier joueur actif de toute l'histoire à devenir milliardaire. Ouais, milliardaire, ça fout le vertige. Là, je ne compte même plus le nombre de projets musicaux ou cinématographiques dans lesquels il a participé ou qu'il a coproduit pour s'en mettre plein les poches.
Et vous l'imaginez, son arrivée à Los Angeles, en plus de ça, au vu de tout ce qu'on a dit plus tôt, a encore largement amplifié ce phénomène. Dernièrement, par exemple, il a produit le rappeur de renommée mondiale 2 Chainz, tout en produisant, avec sa boîte, le film Netflix Hustle, qui a fait le buzz avec Adam Sandler, Juancho Hernan Gomez et tout plein de guests liés à la NBA que son aura et ses dollars ont pu attirer. Constamment, LeBron emmène ses billets verts à tout plein de projets prometteurs, et constamment ça semble porter ses fruits. Puis pour lui, $1 est $1, et vous pouvez être sûr que lorsqu'il investit quelque part, c'est qu'il est assez sûr de lui, et que ça va fonctionner. Là maintenant, je pourrais vous parler de tous ses investissements, et vous expliquer de comment il a construit sa fortune. Mais non seulement, ce serait trop long, mais en plus ça ferait redite. Si le sujet vous intéresse néanmoins, on avait sorti il y a quelques mois sur Basket Info une grosse vidéo à ce sujet, et je vous invite à y jeter un œil. Mais ce qu'on va retenir, c'est que les bons coups financiers, pendant toute sa carrière, LeBron a réussi à les enchaîner. À ce jour, son salaire de basketteur ne représente que, si on peut dire que, un tiers de sa fortune, lui qui vient de signer une extension de 2 ans avec player option de 97 millions de dollars chez les Lakers. Mieux encore, il a déclaré il y a quelques jours qu'il serait bouillant à l'idée de devenir proprio ou coproprio d'une potentielle nouvelle franchise en cas d'expansion de la NBA à Las Vegas. Il perd pas le nord. Il sait très bien que là-bas, au vu du nombre de visiteurs incroyables que Sin City accueille chaque année, le marché sportif est plus que florissant. Avoir ne serait-ce que des petites parts dans une franchise NBA qui se baserait dans la ville qui ne dort jamais serait à coup sûr super lucratif, et ça on ne doute pas qu'il en est super conscient. Alors ce qui est clair comme de l'eau de roche maintenant, c'est que LeBron, même s'il choque tout ce qu'il entreprend à partir de maintenant en tant que joueur NBA, ne devrait plus avoir à s'en faire concernant ses dollars, concernant sa fortune, et même concernant sa legacy. Aujourd'hui, qu'a-t-il encore à prouver dans le basket? De nombreux fans le considèrent déjà comme le GOAT, y a quoi de plus haut? Rien. Là en vrai, il n'a qu'à attendre tranquillement que les saisons passent et se laisser aller pour dépasser le record de points all-time en carrière de Karim Abdul-Jabbar, qui vraisemblablement sera atteint cette saison. En parallèle, il pourra se donner l'occasion de réaliser en 2024 quelque chose que personne n'a jamais fait dans l'histoire de la ligue, jouer en NBA en même temps que son fils Bronny. Sachez que concernant Karim, il ne lui reste que 66 matchs à jouer avec une moyenne de 20 points par rencontre pour passer devant lui. A priori, c'est easy. Mieux encore, s'il tourne à 25 pions, ce qui semble largement à sa hauteur, il ne lui faudra que 53 matchs. Et s'il tourne à 30 points, comme l'année dernière, ce sera réglé en seulement 44 rencontres. Autant dire que c'est déjà quasiment dans la poche, et que même si une catastrophe devait l'empêcher de jouer suffisamment cette année, il devrait toujours avoir sa chance lors de la campagne suivante. Bronny, de son côté, même s'il n'a pas le talent de son père, semble tout de même capable de se construire une vraie bonne petite carrière de role-player en NBA. Tous les astres aujourd'hui paraissent s'aligner de la bonne façon pour que le fiston soit choisi dès la draft 2024. Et ça tombe bien, LeBron, qui alors aura 39 ans, sera alors libre de signer où il veut. Et ce qu'il n'a jamais caché, c'est qu'avant de tirer sa révérence, son souhait le plus fort serait de passer au moins une saison sous le même maillot que celui de Bronny. Avoir la possibilité de récupérer le paternel en draftant le fils pourrait intéresser de nombreuses franchises, ce qui amplifie encore les possibilités pour que le gamin soit pique dans 2 ans. Même si sportivement, avec un LeBron de 39 ans, ça ne fonctionnera peut-être pas, ça pourrait néanmoins représenter un coup de com' exceptionnel pour n'importe quel marché en NBA en termes de business. Perso, je n'imagine que peu de GM cracher sur une telle opportunité si elle se présente à eux dans 2 ans. Donc là, en gros, en NBA, on a un LeBron qui a déjà tout vu, tout fait, qui est déjà considéré comme une légende, et ses 2 plus gros objectifs, il semble en passe de les atteindre. Seul le temps et la longévité joueront en sa faveur. C'est bien pour ça que chez les haters on l'entend souvent. Aujourd'hui, il est en roue libre. Il attend juste patiemment la saison 2024-2025 pour faire sa tournée d'adieu, en mode stat padder, histoire de battre un maximum de records individuels avant de raccrocher les sneakers. En parallèle, même s'il ne gagne plus de titres, libre à lui de continuer de profiter des bienfaits de Los Angeles pour continuer à développer son business. Le reste, il peut complètement s'en foutre. Quoi qu'il se passe à partir de maintenant, à sa retraite, on considérera son passage en NBA comme complètement épique, alors pourquoi se prendre la tête? Il ira prendre départ en tant que proprio à Vegas si l'opportunité se présente en NBA, tout le monde se rappellera de lui comme une immense légende du basket, et basta, tout est déjà réglé. Le raisonnement tient la route, sauf que moi, connaissant un petit peu la personnalité du bonhomme, ou du moins ce qu'il en montre, je ne peux pas croire qu'il pourra se contenter de ça. Déjà, s'il n'était qu'un stat padder qui désormais ne chassait plus que les records individuels, pourquoi aurait-il laissé passer l'occasion d'aller décrocher le trophée de meilleur scoreur au nez et à la barbe de Joel Embiid l'an dernier, en décidant de préserver sa cheville et de rester sur le côté pour les derniers matchs de la saison? Je vous le demande, en tout cas je le demande à ses haters, et si vous n'avez pas la réponse, moi je l'ai. Déjà c'est vrai qu'il n'a obtenu cette distinction qu'à une seule reprise dans sa carrière, et que ça pourrait faire bien dans un palmarès d'en obtenir d'autres, des trophées de meilleur scoreur. Mais vous savez quoi, la vérité c'est que je pense qu'il s'en fout, et qu'avant tout ça, il a surtout faim de titres et de bagues.
Lui-même a affirmé l'an dernier qu'il ne voyait aucun intérêt à disputer des matchs pour lesquels il ne voyait aucun sens, avec le risque de se flinguer encore plus la cheville et de mettre en danger la suite de sa carrière. Que représente un trophée de meilleur scoreur à côté d'une bague de champion? Absolument rien. Lui, ce qu'il veut, avant toute chose, c'est un maximum de longévité. Et cette longévité, autant essayer d'en profiter un maximum. Par exemple, vu qu'a priori il ne lui reste que 3 saisons dans la ligue, pourquoi ne pas tenter de tout donner pour aller choper 2 bagues supplémentaires et égaler dans le domaine Michael Jordan, son principal rival pour le GOAT? Même si la mission s'annonce plus que rude, ce serait quand même con de ne pas au moins essayer. À mon avis, ça c'est mal connaître LeBron que de penser qu'il n'en a rien à foutre. Et d'ailleurs, s'il en avait vraiment rien à foutre, pourquoi aurait-il tant mis la pression à Jeanie Buss pour essayer de faire venir Kyrie Irving aux Lakers cet été? Tout simplement parce qu'il est conscient qu'aujourd'hui, il a besoin d'être le mieux entouré possible pour gagner et qu'il veut se donner le maximum de chances d'arriver au bout encore au maximum de fois pendant le restant de sa carrière. Je ne peux pas croire une seule seconde qu'on puisse arriver au niveau qu'a atteint LeBron aujourd'hui sans être un mordu de compétition, sans avoir une fin immense de titres et de succès. Alors je sais, certains affirment que ce que veut LeBron, c'est surtout être entouré de ses potes, et si possible des clients de Rich Paul, pour kiffer au maximum et développer encore plus son business. Je peux l'entendre, et pourquoi pas au final? Pourrait-on lui jeter la pierre pour ça, après tout ce qu'il a fait dans la ligue? Et même s'il y a peut-être un peu de ça, est-ce complètement incompatible avec l'idée de toujours vouloir avoir du succès, et de toujours chasser des titres? Je ne pense pas, et je pense surtout que le King a le sens des priorités. Maintenant, pour être honnête, voir LeBron finir sa carrière avec 6 bagues autour des doigts, je n'y crois pas. Mais imaginez LeBron complètement abandonner cet objectif alors qu'il lui reste a priori 3 ans à jouer, je n'y crois pas du tout non plus. Alors si on fait le bilan global, en plus de tout ce que j'ai dit jusque-là, je ne le cache pas, cette saison pourrait être très compliquée chez les Lakers. LeBron, comme on l'a dit, vieillit, AD est toujours autant injury prone, et Russell Westbrook doit encore prouver qu'il peut exister dans un dispositif avec de tels joueurs. Des doutes et des interrogations, ça en fait, sûrement trop pour imaginer un titre dès cette saison, d'autant plus avec le recrutement effectué cet été, qui malgré quelques bons coups ne semble pas vraiment clinquant. Mais est-ce pour ça que j'écarte définitivement les Lakers de la liste des prétendants alors que la saison n'a même pas commencé? Non. Même si moi-même j'ai du mal à y croire, il existe quand même un monde où le nouveau coach Darvin Ham gagne toute la confiance de ses joueurs, où AD fait une saison à 70 matchs, et où avec l'alchimie et le temps passé à jouer ensemble, Russ puisse réussir à s'adapter au jeu du King, et vice versa. Même si ça ressemble à un monde parfait, que le concept de parfait par essence n'existe pas, et que ça nécessitera un incroyable alignement des planètes, je suis incapable de dire à ce jour que je suis persuadé à 100% que ça n'arrivera pas. De plus, en cas de difficulté, un transfert en cours de saison qui pourrait changer la donne et ressouder tout le groupe n'est pas non plus à exclure. Dans cette NBA si compétitive mais aussi si ouverte, j'ai tendance à croire que tout est possible ou presque au commencement de cette campagne. Alors bien sûr, la marche est très haute pour les Lakers, et limite inatteignable, j'en suis bien conscient. Ceci dit, je reste complètement persuadé que si LeBron n'entrevoit qu'un petit pourcent de chance de remporter un titre, il saura jouer sa carte à fond. Comme il l'a dit lui-même lors du Media Day, il est venu à Los Angeles tout d'abord pour gagner un titre. Et maintenant que c'est fait, il veut en gagner d'autres. Il est toujours affamé, et j'ai tendance à le croire. Pour ça, il aura besoin de soutien. Il le sait, je le sais, les Lakers le savent, tout le monde le sait. James est aujourd'hui un joueur qui n'est plus dans son prime, et qui bien sûr pense aussi à sa marque et à son business, il faut être totalement honnête. Mais est-ce pour ça qu'il est déjà en pré-retraite à Los Angeles, qu'il est juste une légende qui attend que le temps passe et que les records tombent? Je ne pense pas, ça ne m'effleure même pas l'esprit. Si autour de lui, il a les pièces qu'il faut, qui s'investissent comme il faut, et qui jouent comme il faut, je pense que LeBron est toujours capable d'être le meilleur joueur d'une équipe avec des ambitions. Donc oui, plus le temps passe et plus gagner à nouveau s'avérera compliqué pour le King, mais croyez-moi, s'il atteint les playoffs en bonne santé, je m'attends encore à voir quelques belles dingueries de sa part, bien supérieures à celles que l'on pourrait attendre d'un pré-retraité. Et pour conclure au final, peu importe, même si ses objectifs, il ne les atteint pas, on se rappellera tout de même de lui comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire à avoir pratiqué ce sport, si ce n'est le meilleur, et j'imagine que vraiment, il donnera tout pour encore confirmer cette position. Voilà pour ce qui est de LeBron James et de sa pseudo pré-retraite, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Qu'en pensez-vous? Vous me prenez pour un LeBron sexual après m'avoir traité de hater il y a quelques années lors de mon top 100, ou alors est-ce que globalement vous rejoignez ma vision des choses? Je sais que c'est un sujet sur lequel beaucoup de monde est sensible, alors s'il vous plaît, pensez à rester respectueux au moins entre vous dans les coms, même si encore une fois je vais me régaler à vous lire. Sheriff, he's over here.
Perso, j'ai vraiment hâte de voir vos arguments, dans un sens comme dans l'autre, et c'est le genre de vidéo qui peut être hyper riche dans sa section commentaires, alors ne vous gênez pas, lâchez-vous. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus, et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Là-bas encore, notamment sur Twitch, il y a de gros événements qui arrivent, alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette Dream Team de fous furieux, n'hésitez plus, toutes les infos seront dans la description. A très vite.